Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast des Dérangeants. Le thème d'aujourd'hui, pivoter ou se réinventer. On va s'en parler plus longuement avec le fondateur de Math et Mots Monde, aidersonenfant.com, Carlo Coccaro. Allô Carlo? Monsieur Marcellet, c'est un honneur. Pareillement. Le président fondateur de Biogénique, Étienne Crevier, est avec nous également. Salut Pat. Allô, Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton aussi. Allô Marie-Claude? Aloha! Aloha! Et je tiens à vous dire l'enregistrement se fait le 20 mai. On est encore évidemment en pleine pandémie et ça va être super intéressant dans les prochaines minutes, entre autres, en ce sens-là, de parler à Louis Morissette, qu'on voulait avoir depuis longtemps et qui, là, j'ai envie de dire qu'on l'a au meilleur moment parce qu'avec tous les défis qu'il y a devant lui au niveau, entre autres, de l'industrie culturelle, ça va être bien le fun de lui parler. Mais tout d'abord, vous dire aussi qu'on vous parle chacun de notre maison. Alors, c'est pas les studios de C'est quoi ou quoi que ce soit, là. Alors, j'espère que le son va être satisfaisant pour vous. On commence à tout seigneur, tout honneur, comme on en a l'habitude, avec les coups de cœur, coups de gueule. Marie-Claude, j'y vais avec toi. Moi, cette fois-ci, j'ai un coup de gueule. Oh, c'est rare. Ouais. Un gros coup de gueule qui s'adresse à la société en général. Ouais. Dans les dernières semaines, j'ai vraiment été déçue de constater combien les gens, ils peuvent être moutons. Puis qui ont du mal à faire la part des choses. Écoute, on a toutes peur, on est toutes dans l'incertitude, on est toutes dans le même bateau, mais en ce moment, tout le monde, en tout cas, je pense que les gens font de leur mieux. On peut-tu arrêter de jeter des pierres? On peut-tu collectivement se donner une chance et arrêter de critiquer? J'ai vu des choses qui ont été écrites, qui ont été dites, que je trouve excessivement dures et méchantes. Fait que soyons indulgents, soyons empathiques. Puis, tu sais, peace, man! C'est pour ça que tu as commencé l'émission en disant « Allô, quelque chose là qui annonçait la suite. » Étienne? Écoute, moi, j'ai un coup de cœur pour ton background sur Zoom, Pat. Je trouve que tu as l'air d'habiter dans une mansion. J'adore ça. Et ta casquette California aussi. Ben, merci. On est toujours... vive le confinement. J'aime ça. Ça nous amène plus proches, finalement. Mais non, sans blague, j'ai un coup de cœur pour une citation qu'un directeur d'école m'avait dit en secondaire 1. Il m'avait dit 80% d'entre vous, la job que vous allez faire plus tard n'existe pas encore. Puis, arrêtez de stresser sur ce que vous allez faire plus tard dans la vie. Ça n'a jamais autant été d'actualité qu'en ce moment parce que je lisais un article de Bloomberg qui dit que la pandémie va ouvrir la voie à plein de nouvelles jobs qui n'existent pas encore. Parce qu'il faut complètement réinventer. On pense juste le rôle du représentant sur la route, là, le rep médical ou whatever qui va dans les salles d'attente des médecins. Ils pourront plus faire ça, là. Je veux dire, ce rôle-là, pour encore jusqu'à temps qu'on ait un vaccin, va devoir se réinventer. Puis l'article disait, dans le fond, c'est ça va ouvrir la voie à plein de nouvelles jobs qui vont être, dans le fond, des rôles soit de décontamination, que ça va remodeler complètement les espaces de travail, qui même, il parlait que la société, l'urbanisme des villes va changer pour s'adapter finalement avec ce genre de la situation, en fait, avec la santé publique. Donc, je suis un peu intéressé, je suis un peu excité de voir ce genre de nouvelles jobs-là qu'on va voir, puis quelle opportunité comme entrepreneur on va pouvoir embarquer dans nos entreprises. Amazon ont ouvert un poste de Chief Health Officer. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial d'en arriver là. Et tu as raison de le dire, c'est une période on n'arrête pas de parler d'une période angoissante, mais c'est vrai qu'elle peut être aussi bien excitante. Là, exactement. Un genre de reset, oui, tout à fait. Carlo? Ouais, moi aujourd'hui j'ai un coup de gueule et puis ça me fâche beaucoup ce que je veux. Ça vient toujours me chercher quand je parle de ça. On vit dans une époque extraordinaire. On est en 2020. Moi je dis souvent à mes gars qui vivent mieux que les rois du Moyen Âge en termes de confort puis de bien-être, etc. Puis malgré tout, il y a du monde qui pense que la Terre est plate. Puis malgré tout, il y a du monde qui pense encore que les vaccins causent la trisomie ou l'autisme. C'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Il y a des gens qui font la confiance, ils ont confiance à la science quand ça fait leur affaire. Mais quand on leur dit qu'il y a du changement climatique qui existe, principalement causé par l'activité humaine, là, ils disent « Ah non, je pense pas que c'est vrai ».
pour je sais pas quelle raison. Ça me fâche. Puis le lien avec la période qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'actuellement, il y a des gens qui se mettent à chialer en disant « Ah ben là, on fait tout ça pour sauver 223 personnes ou la grippe tue plus de monde. » Non, c'est pas vrai. Pire, c'est Bill Gates qui investit pour faire de l'argent. C'est de la bullshit, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de conspiration dans tout ce qui se passe. Il faut faire confiance à la science. On vit mieux que jamais dans l'histoire de l'humanité. Puis on fait ça pour protéger les gens les plus démunis, les plus faibles, ceux qui sont immunosupprimés. Il n'y a pas de complot dans tout ça. Puis ça me fâche parce que on n'a jamais été aussi éduqués comme population, à tout le moins occidentale ou moindrement riche. Puis encore, on est comme humains, on est tellement idiots qu'on revient à régresser de façon catastrophique. Puis ça me fâche. Puis je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Bravo! Bravo! Oh, c'est réussi. C'est réussi. Merci. Et la preuve que la nature reprend ses droits, les amis. Aujourd'hui, j'étais dans le centre-ville de Montréal, sur la rue de la Gauchetière, devant la place Bonaventure. Il y avait une maman canard avec à peu près une douzaine de petits canetons sur le trottoir qui avançaient. Ben non! Assez impressionnant quand même. Assez impressionnant. C'est parce que t'es écrasé ou... Non. Okay. Je ne sais pas vers quel point d'eau ils s'en allaient, mais m'a dit qu'ils vont arriver fatigués en tabarnouche. Moi, j'ai eu un dindon sauvage sur mon balcon arrière il y a quelques semaines à Laval. Ah ouais, hein? J'aurais écrasé tes canards. En tout cas. Oh, on m'indique que Louis Morissette est prêt à entrer en jeu, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande entrevue? Yes! Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Avant de passer à l'entrevue, voici un message de notre partenaire Futurpreneur. Les choix qu'on fait ont un impact sur le monde qui nous entoure. Tu as une grande idée d'entreprise, une idée qui pourrait changer et améliorer la vie de ton quartier, de ta communauté, de tous les Canadiens, et tu as entre 18 et 39 ans, Futurpreneur Canada t'aide à te lancer. Tu le sais déjà, développer un produit, créer un site web, ça prend du cash. Mais la bonne nouvelle, c'est que Futurpreneur est le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement pouvant atteindre 60 000 $. Et également du mentorat pouvant aller jusqu'à 2 ans et des ressources gratuites aux nouveaux propriétaires d'entreprise. De quoi te faire commencer du bon pied. Comme des milliers d'entrepreneurs, fais le choix de bâtir une grande économie canadienne. Pour être connecté à un représentant, contacte info@futurpreneur.ca. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Ça fait un Christy de bout de temps qu'on voulait l'avoir dans Les Dérangeants. C'est maintenant chose faite. Celui qui a fondé KO TV en 2011, alors que tout le monde disait que l'avenir était ailleurs et qu'il le fait avec succès d'ailleurs depuis. Allô, Louis Morissette? Allô, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Okay. Louis, on va situer les gens. On est le 20 mai présentement. Si je te dis, Louis, ça va bien aller, qu'est-ce que tu as à me répondre en ce moment? Je te répondrai. Je pense que oui. Je pense que c'est vrai que ça va bien aller. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Pas tant. Mais oui, quand même, je pense que ça va bien aller. Puis je fais pas partie des gens qui pensent que le modèle économique va se remodeler complètement. Il y a des petites choses qui vont changer, comme ça provoque des changements, mais de façon générale, je pense qu'on va revenir dans un écosystème qu'on connaît. Les paramètres sont tellement forts, les guidelines sont tellement menés par des banques, des choses comme ça, que je pense qu'on va rester dans un système qu'on connaît bien. Donc, ça va aller. Mais concrètement, est-ce que tu perds beaucoup d'argent? Tu sais, à chaque mois, là, ta compagnie, elle perd combien? Ah, c'est difficile à dire. Parce qu'évidemment, moi, tu sais, je vends pas. C'est là que toute la difficulté aussi d'avoir, mettons, les subventions gouvernementales pour les employés, des choses comme ça. Tu dois démontrer que tu as une perte de 30%, de 30% de ton revenu. Mais tu sais, nous, en production télé, mettons, janvier, février, mars, avril, c'est pas des mois où on avait beaucoup de production. Un petit peu de variété, mais pas de fiction, pas de film, pas de télésérie. Tes téléséries, t'es fait juillet ou septembre, octobre. Fait que là, on a des grosses entrées d'argent. Fait que quand t'arrivais pour dire, nous autres, on a une perte cette année, on a un manque. Ben, selon tes chiffres, t'es à la même place que l'an passé. Non, mais oui, mais c'est parce que l'an passé, je savais que dans 4 mois, j'allais faire 5 millions. Là, je sais que je le ferais pas. Ouais. Donc, oui, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. En fait, ce matin, j'avais la rencontre avec mon associé là, chez KO TV, puis on s'est dit que l'argent qu'on avait économisé au cours, mettons, des 10 premières années, c'est la 10e année de KO TV. Quand on réussit à mettre un petit peu de côté, le coussin qu'on a ramassé en 10 ans, on va le flouber en 1 an.
Ah oui, attends que ça. Mais t'as l'air d'un gars, Louis, qui s'est mis sur la PCU, là. Écoute. Oui, full. Oui, j'attends ça. Là, ben, je regarde Netflix. Il n'y a plus rien à regarder. On a tout vu, hein? Non, vraiment, on se bat. On continue de se battre. Il y a encore des activités, il y a encore des revenus, il y a encore des shows. On va faire plus de variétés de documentaires, de magazines. Mais tu sais, ça reste, c'est une sphère d'activité qui était peut-être 30%, 25-30% de notre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui est plus payant? Refaire, mettons, un plan B saison 2 ici ou vendre plan B saison 1 en Allemagne ou en Angleterre? La réponse mérite quelques précisions, c'est-à-dire si tu vends le ready-made, ce qu'on appelle, c'est-à-dire si je vends plan B1, la version où Magali Lépine-Blondeau et moi, on joue dedans, ça, c'est pas particulièrement payant. Un peu, là, mais pas tant. Les auteurs, il y a des droits d'auteur, là, ça, c'est eux qui font le plus de sous. Par contre, si tu es capable de vendre le remake de ça, c'est-à-dire tu vends l'histoire, tu vends ta Bible, et eux la tournent de nouveau, ça, c'est intéressant. Comme la version anglophone là, qu'on va faire pour CBC, tournée à Montréal et Toronto. Donc, on prend les mêmes histoires qu'on adapte un petit peu. Moi, je vais être le producteur de la version anglophone. Donc, c'est comme tu produis la deuxième fois ton produit. Et là, tu as une version anglophone que tu es capable d'envoyer à travers la planète dans un réseau de distribution. Si tu es, dans le fond, les auditeurs, quand tu vends ta série, mettons, tu es à la fois l'idéateur, fait que tu as un revenu parce que tu as eu l'idée, puis tu as aussi un salaire comme producteur de CBC à qui tu as vendu le produit. Oui. Fait que c'est un peu un double dipping. En fait, c'est ça le home run. Oui, mais puis le home run avec 3 gars c'est but, ce serait que je joue, qu'ils prennent la version que je la rejoue. Hein. Ouais, mais effectivement, c'est sûr que dans le cas de plan B, par contre, c'est Jean-François Asselin et Jacques Drolet qui sont les scénaristes, là. Okay. Fait que ça, c'est eux qui ont les droits d'auteur reliés à ça. Mais c'est sûr que quand tu tournes quelque chose, quand tu l'as déjà fait que tu connais, donc tu le fais encore mieux. Des choses qui ne sont pas bien sorties, d'autres tu dis on pourrait s'améliorer à tel niveau. Puis tu connais tes lieux de tournage, tu connais beaucoup de choses, tu sais. Fait que ça, c'est bien le fun. C'est quand même mode. C'est comme, tu sais, mais excuse-moi, je prends le POC, là, mais pour un peu je vais faire un parallèle avec les films, parce que je suis dans cette réflexion-là présentement. Vous avez peut-être vu là, que Jusqu'au déclin, le premier film québécois produit pour Netflix, a eu comme 21 millions de clics. Bon, là, les journalistes peuvent s'obstiner sur c'est quoi un clic, là. Tu le regardes 2 minutes, c'est un clic, mais t'as pas vraiment vu le film. Mettez-le à la moitié, si vous voulez. Ça reste 10 millions de personnes qui auraient regardé un film québécois. Ouais. C'est plus que n'importe quoi, là. C'est pas banal, là. Donc là, tu te dis, waouh, je suis content pour eux. Là, moi, j'ai un film qui est fini. Il devait sortir le 15 juillet. Puis là, je me dis, est-ce que je m'en vais voir Netflix puis je leur vends? Parce que s'ils sont prêts à payer 4,5 millions, 5 millions pour un film de genre qui ne savait pas trop le rendre. Il y avait un scénario, mais il ne savait pas ce que ça allait donner au final. Il y a toujours un risque. Là, tu vas voir le produit final avec un réalisateur qui s'appelle Ricardo Troggi, qui réussit pas mal toujours ses films. Puis notre duo ensemble, le dernier, ça a fonctionné, mais je pense que celui-là, il est meilleur. Fait que là, on se dit, OK, mais on s'en va-tu les voir directement? Ouais, mais en même temps, on fait ça avec un envahisseur qui ne paye aucune taxe ici. Ouais. Mais les plateformes ici sont pas capables de le faire. Mais si tu fais ça, eux, ils font une vente, tu fais une vente. Tu le vends à eux, qui après ça le mettre dans toutes les langues, tu as perdu le contrôle pour la vie. Tandis que si j'attends un petit peu, puis que là, je le sors ici, je vais faire beaucoup moins de revenus. Mais après, j'ai l'opportunité de faire un remake en France, de peut-être faire un remake aux États-Unis. Et là, tu peux faire 1 fois et 2 fois ta production. Ça, c'est ce que je vais essayer de reproduire dans le cadre du film, je pense. À moins que Netflix étire un très gros chèque. Mais le déclin est un super bon exemple. Mais un autre exemple que Netflix a eu un beau succès aussi, c'est avec Casa de Papel, Money Heist, qui était un show à la base espagnol, qui est devenu un phénomène mondial. Ça serait-tu, t'aimerais-tu ça que ça t'arrive justement? Tu sais, tu vas voir Netflix, puis eux, ils t'amènent Louis Morissette mondial, tu deviens un phénomène Netflix. Ah, écoute, j'aimerais ça, mais tu sais, à ce jour, Netflix, je peux pas dire que ça a été un très bon citoyen corporatif pour le Canada. Tu sais. Ça, c'est un bon point. Oui, on parle d'investissement ici, mais il y a beaucoup d'investissements en anglais. Moi, ils sont venus à Montréal, ils ont eu 1000 projets. C'est pas une façon de parler, là. Ils ont reçu 1000 projets de centaines de producteurs.
ça n'a rien donné. Ben, ça a donné un projet. Moi, je disais, non, je ne vais pas me mettre dans la ligne. Fait que moi, je suis parti, puis j'étais allé en Californie, puis j'ai mon projet. Je me suis fait comme présenter par personne interposée. J'étais allé là-bas, j'ai présenté mon projet, qui était un projet vraiment high profile, puis qui était, je pense, pas mal bon, tu sais. La vie de Gilles Villeneuve, c'est ça que je voulais faire avec Netflix. Fait que, et je n'ai pas vraiment eu de réponse. À la fin, je fais comme... Même pas une réponse. Ben, tu sais, oui, ils m'ont reçu, ils ont été fins. Ils font comme moi, ils m'ont fait pas de développement. Fait, qu'est-ce que tu me dis? Ben, écris-la, puis on va voir à la fin si on va dire oui. C'est parce que j'ai peut-être pas cette année et demie-là à mettre à écrire. C'est quand même quelque chose de massif, là, puis il y a des rencontres à faire. Il faut que tu fasses une recherche assez exhaustive sur les gens qui étaient là à l'époque. Oui, sa famille, mais plus que ça, tu sais. Fait que j'ai fait comme, laissez faire, là. Fait que Netflix, pour moi, c'est pas... comme une façon de te dire peut-être. Ils veulent pas dire oui, ils disent pas non. Ils se mouillent pas, dans le fond. Ils se mouillent pas du tout. Puis ils font, tu sais, si tu fais pas de développement, t'as pas de perte, t'as pas... Mais tout le monde veut faire affaire. Est-ce que je ferais différemment être eux? Peut-être pas, tu sais. Je veux dire, eux autres, tout le monde veut faire affaire avec eux. Là, présentement, ils vont peut-être tomber dans un mode un peu différent parce que les studios du Québec sont arrêtés. Ben, à Hollywood, c'est arrêté. En Europe, c'est arrêté. Fait que là, je pense qu'ils ont du stock. Rendu au mois de novembre, si on n'est pas capable ou s'il y a une deuxième vague de pandémie, ils vont peut-être tomber dans une forme de carence. Puis là, ils vont peut-être acheter du contenu ailleurs. Déjà fait, oui. Est-ce que tu as peur que les gens maintenant qui sont de plus en plus sur Netflix en situation de confinement ou sur Hulu ou Disney Télé ou Amazon Prime, que ça mette encore plus en péril le système économique autour de la télévision traditionnelle? C'était déjà entamé de toute façon avant, là. C'était entamé, mais moi, tu sais, Patrick le disait tantôt, quand j'ai parti au TV, on me disait que j'étais fou parce que c'était le web. L'avenir était le web. Finalement, ça fait 10 ans, puis c'est encore très fort. Il faut dire que c'est un écosystème qui est protégé par le gouvernement. Parce que s'il n'y a plus de financement d'État, ben il n'y a plus de télé en français. C'est terminé. C'est sûr. Où on revient en français, on va revenir à la belle époque de Dynasty puis Dallas avec des shows traduits. Fait que dans la mesure où on n'a pas un gouvernement conservateur au pouvoir, qu'on a un gouvernement qui voit comme une plus-value dans la culture, ben on va protéger l'écosystème. Je pense qu'on va être capable d'aller rejoindre le public. Est-ce que je suis inquiet pour dans 15, 20 ans? C'est sûr. Je vois mes enfants, en fait, c'est une histoire de langue. Mes enfants regardent la télé en anglais. Ma petite a 10 ans, puis elle regarde Disney, puis Netflix. Puis quand papa il a fait un show à Vrac, ça a l'air bien. Loser. Elle le regarde pas tant, tu sais. Fait que il regarde à peine leur mère. Fait que tu sais, je me demande comment on va être capable de préserver ça dans l'autre génération. Mais c'est ça, est-ce que ça t'amène à une réflexion de se dire, ce que je fais aujourd'hui, comment est-ce que je peux le muter pour répondre à la demande, dans le fond, où est-ce que la demande va aller? Moi, je bâtis pas ma business pour la revendre, je bâtis pas ma business pour la léguer. Je la bâtis pour faire ma vie. OK? Puis c'est pas ça par égocentrisme, mais c'est que c'est-à-dire que je pense que les business de production puis dans le show business québécois n'ont aucune valeur. Elles n'ont que la valeur de leur fondateur. Ça reste une industrie basée sur le contact humain puis le rapport que tu as avec les autres. Fait que moi, si j'achète la business, si je me fais acheter par Pierre Jean-Jacques qui a gagné à 6,49 puis a envie de faire de la production, les créateurs avec qui je travaille, là, ils vont partir à gauche pas à droite parce qu'ils vont dire, moi, Robert, il est bien fin, Robert, mais il connaît fuck all, là. Puis moi, j'ai bâti ce qu'il fait, ouais. Ben, j'ai bâti mon entreprise parce que je comprends ce que le créateur, il veut faire, où il veut aller, sa démarche, qu'elle soit artistique ou sa démarche psychologique dans son anxiété puis dans son arrogance. Puis je suis entouré de gens qui, autant en réalisation ou en production, réussissent à bien m'aider. Mais après ça, si mon garçon devait reprendre ça, je pense que je dirais à Justin ou ma fille, Delphine, pars ta business à toi, avec ta gang, bâtis-la de façon organique, plutôt que d'aller payer 3-4 millions pour quelque chose que en 1 an, tu vas perdre la moitié de ton goodwill. Patrick Marcellet, Montréal?
Oui, il y a l'entreprise puis tout ça, mais il y a aussi dans Louis Morissette, il y a aussi le branding avec Véro, toi avec Véro, etc. Je pense que tu es quelqu'un d'assez fier, d'assez orgueilleux. À partir de quand te souviens-tu du moment où est-ce que vous vous dites, toi et Véro, OK, regarde, on se sert l'un de l'autre, on s'entraide l'un et l'autre. Puis est-ce que tu as été dur à convaincre? Il n'y a jamais eu cette discussion-là. Elle s'est installée naturellement, graduellement, je te dirais. Moi, j'étais dans les mecs comiques, je commençais à comprendre petit à petit la production. Il est arrivé tout ce qu'on connaît, qui fait que Véro a été parachutée comme présidente d'une compagnie de production télé pour sauver une business puis sauver des emplois. Elle était comme pas à sa place, pas sur son X. Fait que moi, je l'ai beaucoup vu, tu sais, avoir de la difficulté avec ça. Au même moment où moi, je voulais comprendre. Fait qu'il est arrivé, la seule discussion dans ce sens-là qu'on a eue, c'est une journée où je lui ai dit que je pense qu'elle faisait pas bien son travail de présidente, qu'elle assumait pas tout le leadership qui allait avec ça. Tout le leadership. Tu dormi sur le divan ou? Non, parce okay. Que j'ai quand même fini en disant que tout le leadership qui est là comme personne, comme animatrice, puis comme être humain quand elle est sur un plateau, elle était pas capable de le transposer comme gestionnaire. Puis elle m'a juste fait comme c'est vrai, t'as raison, je suis pas bien, j'aime pas ça. Hey, sais-tu quoi? Fais-le. Tu sais, prends-la, l'entreprise. Mais moi, je voulais pas parce que j'aimais pas son associé. Fait que elle a plutôt vendu, puis moi, j'ai décidé de partir mon affaire à moi à côté. Après ça, comment ça s'est installé? Tu sais, toute la notion de branding, c'est moi, j'étais tanné de voir Véro un peu partout. J'ai toujours été passionné par ça. À des années où on parlait moins de ça au Québec, puis c'était même très mal vu. C'est toujours un peu mal vu, mais ça l'était encore plus de mettre ça, de coller ça sur une personnalité publique québécoise. Ça devenait quand même un peu marchand du temps. Puis je me souviens encore d'un vol d'avion. On s'en allait dans le sud. Tout le long, moi, j'ai pris mes notes, puis moi, j'adore travailler dans l'avion. C'est comme un de mes bureaux préférés parce qu'il n'y a pas de téléphone. Puis à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi. Puis je pouvais vraiment rentrer dans une bulle. Puis c'est bruyant, fait que je mettais mes écouteurs. Puis j'adore ça, tu sais. Puis j'étais écœuré de l'avoir sur le front de 56 affaires. Tu sais, quand au Québec, là, tu fais la semaine, le 7 jours, tu n'as pas une scène, hein. Fait qu'à un moment donné, tu te fais dire, t'es partout, t'écœures le monde, puis t'as pas fait 2 piastres, tu sais. Fait que j'étais vraiment tanné de ça. Fait que je m'étais retrouvé à me dire, OK, c'est quoi le branding de Véro? C'est quoi l'axe de croissance? C'est quoi les valeurs humaines qu'elle veut avoir, qu'elle a? Puis c'est quoi l'image qu'elle veut avoir publiquement? Et à partir de ce moment-là, j'avais fait comme tout un diagramme à l'ordinateur. J'étais arrivé là-bas, puis j'avais présenté ça, et je pouvais pas l'emmerder plus que ça. C'était comme, whatever, de quoi tu parles? On est en vacances dans le sud. C'est comme ça qu'il faut décliner tes 5 prochaines années, tes 10 prochaines années. Tu avais fait un plan stratégique, là. C'est whatever, fais ce que tu penses. Et ça avait été la fin de cette conversation-là. Louis, tout le monde s'entend pour dire que le milieu culturel va probablement être le dernier à se déconfiner. Je te lance la question, pourquoi est-ce qu'on pourrait fouler un avion présentement en mettant des gens avec des masques et en les surveillant, mais qu'on pourrait pas le faire dans un théâtre? Je sais que tu as eu une tournée à remettre, là, fait que je te pose la question. Très bonne question. Je ne sais pas comment les compagnies d'aviation vont faire, là. Est-ce qu'ils vont sauter une rangée sur 2? Je sais pas, ça tu vas avoir quelqu'un dans ton cou. Fait que ça, je sais pas assez la façon qu'ils vont opérer, mais j'imagine que s'ils font ça, les prix vont être exorbitants. Mais tu sais, le voyage de plaisance, le voyage d'affaires, le voyage d'obligation aussi, tu sais, t'as pas d'obligation d'aller voir un spectacle. Des fois, tu pourrais avoir une obligation de prendre l'avion. Fait que tu vas y aller à contre-cœur. Mais moi, je le vois pas, là, des spectacles là, pour la prochaine année. C'est pour ça, d'ailleurs, que on parle d'une salle de spectacle virtuelle, là, l'espace Youp, là, que je travaille comme un fou présentement là-dessus pour essayer de développer un modèle qui, économiquement, fait plus ou moins de sens à court terme, mais je me dis qu'il pourrait me surprendre puis et mener à quelque chose de durable, même après la COVID. Je pense que la place des arts avec 1400 personnes avant un vaccin ou un médicament, à un moment donné, il va y avoir des plans, je pense, que tu vas pouvoir aller dans une salle à 33% d'occupation, c'est ça. Mais ça veut dire 2 places vides, 2 places vides et la rangée derrière vide.
Ouais, OK, peut-être, mais qui va les présenter? Qui va payer comme le frais de location, toutes les équipes techniques, le frais de publicité pour ça, quand finalement tu pourras même pas ton break-even? Je sais pas, tu sais, l'avenir va être parsemé de surprises. Et donc, en ce sens-là, tu verrais peut-être même une première, à un moment donné, non pas à la Place des Arts, mais sur l'espace Youb. Ben écoute, moi, non. L'espace Youp, moi, c'est sûr que je veux faire partie du regroupement des distributeurs de salles, de diffuseurs de salles au Québec. Moi, tu sais, j'aime ça faire de l'humour, j'aime ça faire des spectacles. Il y a rien qui va battre le contact avec du public. Tout ce qu'on va faire à l'extérieur de ça sera un complément ou un substitut, mais jamais la vraie affaire. Fait que moi, je pense que tu pourrais... Le DVD est mort. Fait que peut-être que l'espace Youp pourrait rester dans un contexte de fin et non de début. C'est-à-dire que tout le monde fait sa tournée. L'écosystème des salles de diffusion en région va rester vivant. C'est important aussi d'aller voir des gens aux quatre coins du Québec. Mais à la toute fin, il y a des gens qui n'ont pas pu te voir. Tu n'es pas allé dans leur ville. Tu n'avais pas de gardien dans ce soir qu'ils sont venus. Tu étais malade. Tu n'étais pas là. X, il va le tenter pour une deuxième fois. Ouais, mais là, tu peux le voir. Ça te tentait pas ce soir-là. Tu pourrais peut-être le voir sur une plateforme de diffusion comme ça. Ça remplace d'une certaine façon ce que tu avais là, comme un DVD ou quelque chose comme ça. Tu sais. Ça, ce serait plus comme ça que je le vois. Ou des spectacles vraiment thématiques ou il y a des équipes sportives là, présentement qui se disent est-ce que ça pourrait être une deuxième fenêtre? Oui, j'ai ma shot traditionnelle. Mais tu sais, ce qui est le documentaire, est-ce qu'on peut le transférer en live avec une caméra au banc? Tu sais, puis pour les joueurs puis le coach qui serait sur ta deuxième plateforme, beaucoup d'affaires. Là. C'est pour ça que je dis que ça va peut-être nous surprendre. Le modèle pourrait nous surprendre. Louis Morissette, merci énormément. Bon courage pour la suite dans cette pandémie. Vraiment. Ah, écoute, je veux dire, c'est faut du courage, hein? Des spectacles, des films, des fictions. Ah oui, je suis partenaire dans un restaurant aussi. Moi, il me manque juste un hôtel. Puis vraiment, je serais all-set de ces affaires qui marchent pas présentement. On se revoit à Tampa Bay pour aller encourager les Buccaneers, Louis. Yes! Avec plaisir. Merci, Louis. Merci beaucoup, Louis. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Avant de passer au débat, un mot de notre partenaire, Groupe ARP. Alors, je vous ai déjà dit mon coup de gueule, mais si je pouvais faire un coup de cœur, je le donnerais au Groupe ARP. C'est des chasseurs de tête qui ont su s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont tous les outils nécessaires pour être aussi efficaces qu'avant la crise. Si vous manque une personne clé dans votre entreprise, donnez-leur un coup de fil. Ils vont savoir comment la trouver. Ils l'ont déjà fait avec plus de 2000 PME. Allez voir leur site, groupearp.ca. Les Dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. On est donc de retour pour le débat, mais avant toute chose, on a quand même notre question dérangeante. Alors, aujourd'hui, Marie-Claude, Étienne et Carlo, vous allez me dire qu'est-ce que la pandémie et le confinement vous ont appris sur votre instinct de survie? Ça peut être en affaires, ça peut être dans la vie en général. On peut même parler de la coupe de cheveux d'Étienne si vous voulez. Allez-y, je vous écoute. Il y a rien à dire sur la coupe de cheveux d'Étienne. Là, c'est comme ça fait mal aux yeux. Mon nez saigne à regarder ça. Mais sinon, je dirais que j'ai appris la force de l'équipe d'entreprise puis tu sais, j'ai attendu 2 semaines avant de prendre des décisions difficiles, puis finalement, j'ai pas eu à en prendre de décisions trop difficiles en raison des programmes gouvernementaux, puis ça fait un monde de différence. Puis sur l'équipe, ma famille, femme et enfants, on forme une équipe extraordinaire, moi et Isabelle, ma femme, puis ça aussi, il y a rien de plus fondamental dans les moments difficiles de pouvoir avoir une base solide, que ce soit en entreprise ou dans la famille, pour être capable de se regrouper, de pas déprimer, de se ressourcer, de se réénergiser en équipe de travail ou en équipe familiale. Moi, ça a été, je le savais, là, c'est pas comme une grosse surprise, mais je l'ai vécu, puis c'est une belle satisfaction. T'as hâte de pouvoir faire des câlins à ton équipe puis de fuck la distanciation? Non, moi, je suis pas le plus colleux avec mon équipe. Non, je suis content, je suis tout seul au bureau. Ça va bien. Mensonge, tu me touches tout le temps quand je te vois. Oui, mais toi, c'est encore là, t'es comme un petit nounours, hein, fait que... Bon, OK, fait que là-dedans, je vais poursuivre. Oui, donc Marie-Claude, à ton tour. Moi, j'ai appris que moi, je performe mieux en mode crise
Moi, je pense que j'ai le couteau dans les dents, puis je suis prête à la guerre. C'est vraiment ça que j'ai appris. Tu sais, je suis un peu sloppy, je pense, dans le mode day-to-day, que quand rien va plus, je me mets à avoir une routine. C'est comme je me levais comme j'étais dans l'armée, là, puis j'étais prête à tout, puis à défoncer n'importe quelle porte, puis comme je deviens vraiment, vraiment performante, ultra performante. Puis je pense que ça, c'est les années de résilience et de défis que tu dis « Ah, si, pourquoi ça m'arrive? » Ben, quand la shit pogne, ben, finalement, ça a servi. Finalement, j'étais contente des défis antérieurs. Ben moi, je vais rebondir sur ce que Marie a dit parce que je pense que ce que j'ai pu apprendre pendant la pandémie, c'est que, my God, que ta vie est pas pareille avec ou sans enfant. Moi, je me pensais vraiment comme quelqu'un qui avait pas de patience dans la vie puis qui jumpait la switch facilement. Mais au contraire, je me suis rendu compte qu'en confinement, puis même avec mes cheveux, je pensais pouvoir tomber en dépression bien plus avant ça, mais là, ils sont vraiment laids, sont vraiment longs. Et you know what? Ben, c'est pas si pire que ça. Fait que la résilience dans la vie, ça fait vraiment toute la différence. Puis d'attendre, de se laisser, de dormir là-dessus. Ça fait donc du bien. Fait que toi, tu nous parles de tes cheveux pour dire que c'était pas si pire que ça? Que je suis résilient. Que t'es résilient, OK. Il est résilient avec ses cheveux. Je suis résilient avec des enfants qui courent puis qui sont pas les tiens. Qui sont pas les miens. Alors donc, tout le monde est prêt pour le débat? Oui! Parfait, excellent. Oui. Le thème d'aujourd'hui, pivoter ou se réinventer. Des changements de direction parfois complets. Allez-y, présentez-moi le thème dans un premier temps. Tiens, vas-y donc, Carlo. Oui. Ben, un pivot, c'est un changement de direction assez radical qui vient d'un constat de finalement, il y a pas personne qui est prêt à acheter mon produit ou mon produit est pas bon. C'est comme si tu essaies d'aller en Floride puis tu te rends compte que tu es en train de longer le Saint-Laurent puis tu vas le rocher percer au bout. Mauvaise direction, change de direction puis tu vas ailleurs. Un pivot d'entreprise, ben ça peut être une idée de produit qui est bien bon dans ta tête, tu le montes, ça marche, mais finalement personne veut l'acheter. Mais en cours de route, tu t'es rendu compte qu'il y avait une autre idée ou un autre truc que tu pouvais faire qui était encore meilleur. Puis là, tu pivotes puis tu fais autre chose. Se réinventer, ben là, moi, je pense, c'est ce qu'on fait, c'est ce que tout bon entrepreneur fait régulièrement. C'est une forme d'innovation. C'est innover. Innover dans tes produits, innover dans tes embauches, innover avec la technologie, innover avec une nouvelle clientèle pour un même produit. Fait qu'un pivot, c'est plus radical. Puis on le voit plus maintenant parce que la situation de la COVID amène des entreprises à ne plus être capables de vendre leurs produits traditionnels. Ils sont obligés de pivoter vers soit un autre marché complètement ou avec leur même équipement, mais faire complètement autre chose. Est-ce que dans ta carrière, Étienne Crevier, tu as eu à pivoter ou à te réinventer à un moment donné? Pivoter, oui, souvent. Biogénique, quand on a commencé l'entreprise, on vendait un test génétique one size fit all. C'était comme un peu un vaccin. On se disait, fais-le une fois, c'est bon à vie. Mais on s'est rendu compte que finalement, personne ne voulait investir en prévention. Les gens étaient prêts à acheter quand ils ont un problème. Puis moi, je dis souvent ça aux entrepreneurs. Trouve un problème que les gens sont prêts à payer pour, puis développe la solution pour y répondre. Parce que quand tu te développes une solution dans ton sous-sol, tu es juste un geek qui se tape un trip techno. Tu fais juste plaisir à toi-même. Tu fais la masturbation intellectuelle, basically. Donc, quand tu as le problème qui est devant toi, puis là, trouver la solution, c'est la partie facile de la chose. Puis nous, on a vraiment eu un gros uptick, on a vraiment eu un changement, dans le fond, dans notre chiffre d'affaires quand on est arrivé avec nos tests génétiques pour soit la santé mentale, pour le TDAH, pour le cancer. Là, les gens ont compris la valeur et que ça pouvait les aider dans leur situation, leur maladie. Puis ça, merci à Hugues Chandonnet qui nous a aidés dans tout ça, le sage derrière les dérangeants. Marc-Claude, tu en as parlé au dernier podcast. Tu aurais pu, toi, dans ton entreprise, le groupe Triton, avec la COVID, là, pivoter un peu. Tu as choisi de ne pas le faire. Est-ce qu'il y a des dangers à pivoter parfois? J'ai tout le temps l'impression d'être un peu en pivot. Moi, je suis dans un domaine qui est en décroissance, je suis dans un domaine qui est quand même assez difficile, assez traditionnel, où est-ce que tu es obligé à devoir te réinventer. J'ai l'impression en ce moment que la crise du COVID, ça t'oblige d'autant plus à devoir adapter ta manière de travailler. Puis c'est ce que je vois beaucoup dans les entreprises en ce moment, c'est que c'est pas tant que tu vas changer ton service, mais comment tu vas rendre ton service. Puis tu sais, je vais faire une analogie que je trouve intéressante, tu sais. On voit beaucoup les animaux s'adapter à leur environnement. L'environnement, des fois, change et ils doivent s'adapter pour survivre. Puis en ce moment, dans la crise du COVID, je pense que les entreprises qui ne s'adaptent pas à l'environnement dans lequel ils sont vont mourir comme une sélection naturelle. Okay. C'est à ce point-là, je pense que là, aujourd'hui, c'est comme le coup de pied au cul
que certains je pense que l'humain, fondamentalement, il manque de, on n'est pas proactif. Des fois, on attend qu'il y ait une crise pour qu'on bouge. Puis je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui vont justement soit s'adapter ou faire un pivot qui devaient peut-être faire bien avant la crise, mais qu'ils ne le faisaient pas. Parce que, moi, je suis la première, t'éteins les feux. Puis là, ben, finalement, quand il y en a une crise de gros qui arrive, ben là, t'as plus le choix. Ben, c'est tellement vrai. Moi, toutes les fois où j'ai de la difficulté ou des enjeux d'entreprise majeurs, c'est quand je regarde en arrière, là, c'est parce que j'étais sur le pilote automatique, parce que j'étais pas avec un sentiment d'urgence ou cette nécessité-là à me réinventer. On le voit, les entreprises certaines entreprises qui ont de la difficulté maintenant, c'est certaines qui se sont pas réinventées dans les dernières années, entre autres avec des enjeux d'automatisation ou d'informatisation des procédés, mais ils vont avoir plus de difficultés dans le contexte COVID. Mais moi, c'était la même chose. Des fois, ça a été, on avait des partenariats de distribution d'outils technologiques pour les jeunes en difficulté. Puis ça allait bien, la business allait bien. Puis j'étais sur le pilote automatique. J'étais pas en mode, on rebrasse les cartes, on essaie des nouvelles affaires, on brasse des nouvelles idées. J'en avais des idées, mais j'avais pas l'urgence de les mettre en application, ce qui nous a fait prendre 2-3 ans de retard dans certains cas qui nous a rendu plus dépendants à certains partenariats, qui nous a ralenti dans la conception de nos propres produits, de nos propres solutions. Puis 2-3 ans en termes de business, mais c'est des centaines de milliers de dollars que tu fais pas, ou c'est 2-3 ans que tu laisses à la compétition pour aller de l'avant avec des produits similaires aux compétiteurs. Puis moi, à chaque fois, ça a été comme frapper un mur. Puis tu sais, être sur le pilote automatique en entrepreneuriat, c'est comme s'endormir sur l'autoroute. Ça va un temps, mais quand la première courbe arrive, tu frappes un mur puis ça fait mal. Quand ça fait mal en entrepreneuriat, ça fait mal en tabarouette parce que souvent, tu as des cautions personnelles à la banque, puis tu as des employés que tu es obligé de laisser aller, puis tu as des clients que tu n'es pas capable de servir ou des fournisseurs que tu n'es pas capable de payer. C'est vraiment pas le fun à vivre. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de se réinventer trop rapidement parfois? Non. Non? Moi, je crois pas. Non. En 1943, là, les cycles économiques puis la technologie évoluaient à un rythme que tu pouvais te réinventer aux 20 ans puis ta business marchait. En 2015-2020, c'est aux 2-3 ans qu'il faut que tu te réinventes constamment. Tes produits, tes services, il faut que tu te réinventes parce que le monde bouge tellement vite. La réalité de tes clients, qu'ils soient des individus, des familles ou des entreprises, leurs besoins évoluent tellement vite, entre autres à cause d'évolution technologique, que tu peux pas évoluer trop vite. En même temps, il faut que tu aies des modèles d'affaires qui fonctionnent avec tout ça, mais l'évolution et l'innovation, moi, je ne crois pas à le faire trop vite, trop souvent. Ce que Carlo dit est complètement vrai dans le sens, on le voit dans les statistiques, la durée de vie moyenne d'une entreprise dans le Fortune 500, qui est dans le fond le regroupement des 500 plus grandes entreprises au monde, la durée de vie moyenne au début des années 80 était d'environ 35-40 ans. La durée de vie moyenne en 2018 était de 11 ans. Donc, je pense que c'est dans le 8 entreprises du top 10, que ce soit Apple, Amazon, Facebook, sont rentrés en bourse, ont eu une grosse capitalisation boursière après 2001. Donc, on n'a rien de avant. C'est vraiment les plus grosses entreprises qu'on voit aujourd'hui. C'est très, très, très récent. Tu peux pas, comme entrepreneur, comme il dit, t'asseoir puis faire de la business comme toujours. Puis la pire phrase en business, c'est de dire, on a toujours fait ça comme ça, on va continuer de même. Ça, t'es sûr de foncer dans un mur. C'est clair. Un peu comme l'avait fait Kodak à l'époque jusqu'à un certain point. Mais ça, c'est un bon exemple. Pourquoi le iPhone n'a pas été inventé par Kodak? Et pourquoi est-ce que Garmin n'a pas inventé Waze ou Google Maps? Moi, ça me fascine. Il y avait tout. Garmin était les meilleurs GPS à voiture. Il y avait les maps, il y avait tout ça. Quand l'application est sortie, pourquoi Waze? C'est une start-up qui a inventé ça. Pourquoi c'est pas Garmin? En tout cas, je vais m'emballer. Mais allons-y avec le contraire, pour rendre ça encore plus concret, quelles sont les entreprises qu'on risque de connaître qui vous ont impressionné de par leur manière de se réinventer ou de pivoter tout simplement? Marie-Claude, est-ce que tu as une entreprise qui te vient en tête ou... Je pense qu'en ce moment, dans la crise du COVID, il y a plein d'entreprises qui ont fait des choses vraiment exceptionnelles. On va prendre Bauer qui s'est retourné vraiment rapidement pour répondre à un besoin. Moi, j'ai trouvé ça... ils se sont mis à créer des visières. Il y avait le staff, il y avait l'équipement qui se sont mis à faire ça. C'est sûr moi, je parle en ce moment par rapport à la crise. Il y a des belles entreprises comme ça qui ont été capables de se revirer de bord et de créer quelque chose d'innovant pour répondre à un besoin immédiat. Mais ça, c'est sûr que je trouve que c'est un pivot temporaire. On est vraiment temporaire, on n'est pas sur du long terme. Moi, j'avais entendu une histoire aussi de Facebook dans les années où ils étaient en forte croissance, que tout allait super bien.
ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre la bataille du mobile. Les téléphones mobiles, les téléphones intelligents prenaient le dessus dans les habitudes de consommation du web des gens et eux n'étaient pas adaptés. Leurs affaires allaient super bien, là. Tu sais, ils étaient en croissance, les revenus publicitaires explosaient, mais Mark Zuckerberg a eu le guts de dire stop. On arrête tout développement et on passe les prochains 6 mois, la prochaine année à adapter ce qu'on a pour le mobile. Donc, aucune nouvelle fonctionnalité, aucun test whatsoever. On fait juste un shift important de tous nos efforts pour être sûr qu'on s'adapte en mobile. Ça prend de la vision. Mais la vision, c'est de la somme de connaissances, puis d'expériences, puis de tests. Là, c'est pas du hasard, puis de la boule de cristal. Mais ça prend le guts, malgré tout, de dire « Oh, ça va bien maintenant, mais si on continue, ça ira pas bien parce qu'il y a une falaise au bout de mon autoroute, puis je roule à 125, il va falloir que je tourne un moment donné. Des fois, il faut ralentir, tourner pour réaccélérer. Et c'est ces pivots-là, à mon avis, qui sont les plus difficiles à faire. En tout cas, pour moi, qui ont été les plus difficiles à faire. Parce que quand ça va bien, tu as une forme d'euphorie qui vient avec ça, puis tu as l'impression d'être le roi du monde. Des fois, tu dis « Ah ben non, mes décisions sont bonnes, ça va bien. » Il n'y a surtout pas d'urgence de prendre des décisions difficiles. C'est là qu'on peut s'endormir. Je vais donner dans l'agisme un peu. Je vous pose la question. Tout à l'heure, Carlo t'a parlé donc de vision, évidemment, mais aussi d'audace. Est-ce que vous êtes 3 jeunes entrepreneurs? Est-ce que c'est pas plus facile quand on est plus jeune de se réinventer, de pivoter aussi? Ou est-ce qu'on est justement peut-être un peu plus audacieux? On a peut-être une vision un peu plus à long terme aussi? On devrait demander à Carlo parce qu'il est vraiment moins jeune. Non, mais c'est vrai qu'en vieillissant, on devient plus conservateur, tu sais. Je vais prendre la balle. Moi, ce qui m'arrête plus, c'est les obligations familiales. C'est quand tu n'as rien à perdre. Tu sais, moi, je me dis, quand t'es Étienne, là, un éternel adolescent qui aura jamais de famille parce qu'il est pas capable de tenir ses responsabilités. C'est clair que, non, mais c'est une blague, mais quand peu importe ton âge, si t'as 20 ans, 25 ans, 35 ans ou 55 ans, que t'as pas de responsabilité autre que prendre soin de toi, il y en a pas de risque. Au pire, tu fais faillite, who cares? Je veux dire, t'as pas une femme, des enfants ou je sais pas quoi. Moi, c'est plus ça que je trouve qui est un frein aux grandes décisions extrêmement risquées qui peuvent rapporter gros. J'en prendrais pas avant que mes enfants soient plus vieux, puis d'avoir un coussin financier qui éviterait de tomber en bas de la falaise puis de me retrouver dans un 3,5 dans un sous-sol de Terrebonne. Là, tu sais. Okay. Je veux pas vivre comme ça, puis je prendrais pas ce risque-là. Comme j'en ai parlé dans des épisodes, j'ai commencé tranquillement à investir en immobilier. Puis mon frère me disait, voyons donc, t'aimes-tu ça vraiment aller déboucher des toilettes de tes locataires? La réponse c'est non, j'aime pas ça. Mais j'aime encore moins être pauvre. Donc, c'est toujours un trade-off dans la vie. Est-ce que tu peux te permettre de dire non à cette opportunité-là? Peux-tu te permettre de pas faire ce move-là, de pas aller là? Puis moi, quand c'est un choix personnel d'entrepreneur, mais j'ai décidé de jouer la game d'entrepreneur à fond la caisse et d'y aller en ligne tout le temps. Donc, dans chaque projet que je fais, j'y vais en ligne, contrairement à Carlo qui va peut-être garder un coussin, puis que je respecte vraiment ça. Puis justement, je plains mes futurs enfants qui vont peut-être se retrouver dans un 3,5 parce que je vais la jouer en ligne. Mais c'est là que ça m'apporte à devoir choisir un secteur, un problème qui est vraiment criant, d'avoir une mission d'entreprise qui est vraiment sur dire je veux régler un problème qui est long terme, puis pas juste gagner des petites batailles ici et là, puis finalement avoir un succès éphémère. Mais pour reprendre ce que Carlo disait, puis après ça, Marc-Claude, on arrive à toi, mais est-ce que tu penses, Étienne, que si tu avais des enfants, ça changerait ta manière de voir les choses? Serais-tu peut-être un peu moins audacieux, y aller avec le grand coup ou pas? Ou... Écoute, je ne sais pas. Je veux tellement pas me projeter parce que j'admire Carlo qui s'est lancé en affaires avec une famille. Puis j'imagine que ça change complètement. Puis j'imagine aussi que la relation dans laquelle tu es, si tu as une blonde, une femme, une mère de tes enfants qui te supporte, fait toute la différence. Je me rappelle d'une étude qu'il avait faite à Carnegie Mellon qui disait que des hommes devaient résoudre un puzzle qui était impossible à résoudre et que ces hommes-là, il y avait dans le fond une proportion des hommes qui toffaient plus longtemps quand il y avait leur conjointe qui les supportait. Okay. Et donc, pour ceux que la conjointe critiquait chaque mouvement ou chaque essai-erreur qu'il faisait dans le puzzle impossible, finalement, il abandonnait après 12 minutes, puis l'autre, c'était après 25 minutes. Donc, tout cet écosystème-là doit faire une grosse différence. Mais Marie-Claude, as-tu l'impression, toi, que en vieillissant, cette audace de te réinventer va peut-être s'amenuiser à un moment donné? Mais moi, je pense que c'est la gestion du risque. C'est qu'est-ce qu'une personne est capable d'endurer comme risque. Fait que t'aies des enfants, pas des enfants, vieux, pas vieux. Tu sais, je pense que c'est des facteurs qui vont amener à dire, oh, je vais y penser un peu plus avant de prendre le move.
Mais tu sais, je vois des gens qui ont des enfants ou des gens qui arrivent à 55 ans puis qui, tu sais, qui sont go, on se réinvente, on investit, on emprunte, on s'endette, puis ouais, ça y va, puis ils sont capables de le prendre, puis ils vont se coucher le soir, puis ils dorment. Fait que moi, je pense que c'est beaucoup plus lié à qu'est-ce que tu es capable de supporter comme stress. Tu sais, moi, je vais parler pour moi. Des fois, moi, je me trouve pissou sur des décisions à prendre, puis ça va être mon défi dans la prochaine année de dire, ben garde, go, endette-toi, puis fais-le. Mais tu sais, jusqu'à combien je suis prête de m'endetter? Mais là, après ça va être ma mesure à moi. Tu sais, il y en a qui vont être capables de dire, hey, moi, j'emprunte 1 million, puis je dors bien là-dessus. Moi, ça se peut que ce soit pas 1 million, puis c'est correct. Puis ça se peut que j'aie pas la même croissance que quelqu'un d'autre à cause de ça, mais je veux dormir le soir. Fait que je pense que ce serait plus ça, ma réponse. Est-ce qu'on ramène pas ça justement à une simple question de confiance en soi à un moment donné aussi? C'est un peu ça, non? Mais moi, je pense que non. Oui, la confiance en soi est essentielle, mais je pense que moi, c'est quelque chose que je veux améliorer chez moi. J'ai tendance à avoir des idées, puis à être pas mal persuadé qu'elles sont bonnes, mes idées. Être prêt à faire des pivots, tu sais, de dire, OK, on va lancer un nouveau service, faire un nouveau produit, aller vers d'autres clientèles assez rapidement. Ça, c'est très risqué. Parce que entre ce qui se passe dans ma tête, puis la réalité, puis l'exécution, surtout de cette vision-là, je veux dire, il y a vraiment 3 mondes. Les vrais pivots, à mon avis, n'ont pas besoin d'être ultra risqués non plus. Mais pour pas qu'ils soient ultra risqués, faut que tu fasses tes devoirs. Puis c'est là où, des fois, on est paresseux, surtout les entrepreneurs qui sont plus visionnaires, on est paresseux dans cette exécution-là des devoirs, de tester, micro-tester les éléments d'incertitude de nos idées ou de ces pivots-là pour dire, OK, ça, c'est incertain. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer 25 $ pour tel item? Moi, je pense que oui. Mais teste-le. Une fois que tu l'as testé, OK, c'est moins incertain. Finalement, ils sont prêts à payer 35 ou 15. Parfait. Puis, ce pivot-là va devenir un pivot beaucoup moins risqué et presque assuré de réussir parce que tu as fait tes devoirs au milieu. Fait que, tu sais, la notion de pivot, il n'y a pas nécessairement avec une tonne de risques, vient surtout avec une tonne de devoirs qui doivent être faits et bien faits pour réussir ton pivot. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec. On est maintenant rendu à la question du public. Marie-Claude, qui nous vient de... La question du jour nous vient de Raphaël Rinfray, qui est cofondatrice de Preneur.ca, la nouvelle plateforme d'affichage de contrats pour les travailleurs autonomes et pigistes professionnels. Elle nous écrit: Salut les dérangeants! Au départ, notre plateforme Preneur.ca affichait uniquement des contrats dans le secteur des services à domicile. Mais la situation actuelle nous a encouragés à développer rapidement une nouvelle division pour les pigistes professionnels. Lancée il y a moins d'1 mois, Preneur Pro affiche déjà de nombreux contrats. Dans ce contexte où les contrats apparaissent à la vitesse de l'éclair et sur le site, quels seraient les meilleurs outils marketing autres que ceux auxquels on pense habituellement comme les réseaux sociaux et Google AdWords afin de diriger le plus rapidement possible les pigistes vers Preneur Pro? Bon, ben c'est une longue question. Qui veut y répondre en premier? Carlo, vas-y donc, où est-ce qu'on dirige ces gens-là? Bon, ce que je comprends, c'est qu'ils recherchent des pigistes. Moi, ma stratégie serait probablement d'aller chercher un par un les pigistes rockstar, ceux qui offrent des services extraordinaires dans le marché. Tu vas les convaincre un par un. Tu leur demandes d'être sur ta plateforme, ce qui va faire en sorte que tes 100 premiers commentaires vont être des 5 étoiles, puis tes meilleurs pigistes vont attirer les meilleurs pigistes. Fait que tous les meilleurs pigistes, peu importe les domaines là, qui sont couverts par ce site-là, vont vouloir aller sur ce site-là. Puis les meilleurs pigistes vont attirer les meilleurs clients, c'est-à-dire ceux qui veulent les meilleurs pigistes, ceux qui sont prêts à payer plus ou ceux qui sont prêts à payer pour de la qualité. Fait qu'en gros, j'irai chercher un par un les meilleurs pigistes, au moins une centaine. Question que ta plateforme, de montrer le niveau de plateforme que tu veux avoir. Et Carlo propose, en fond, ce qu'on appelle un programme d'ambassadeur ou un programme des références. Mais à la base, c'est qu'il faut... Le modèle d'affaires de Raphaël, c'est un two-sided market qu'on appelle. Donc, c'est être le eBay des travailleurs autonomes. Il faut que tu convainques des travailleurs autonomes de venir sur ta plateforme, puis il faut que tu convainques des gens de venir acheter sur ta plateforme. Fait que c'est très, très, très compliqué. Puis un débalancement entre les deux va faire que personne ne va trouver son compte. Donc, comment tu fais pour convaincre à la fois les gens d'afficher leur contrat et les gens de venir répondre au contrat sur ta plateforme? C'est vraiment le nerf de la guerre. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'y aller avec un gros client comme un Bell, un CGI, qui essaye de dire, bon, ben tous mes contrats pour les 6 prochains mois, je vais les poster sur ta plateforme. Et donc là, ça va faire un coup de sonde dans l'industrie
Et ça va intéresser, dans le fond, les travailleurs autonomes de venir bider sur ces contrats-là parce qu'ils vont travailler sur du Bell, sur du CGI, sur du Vidéotron. Donc, de s'associer à une grosse compagnie, d'offrir moins cher, des rabais comme ça pour dire « Wow, mon Dieu, Bell a choisi preneur.ca ». Fantastique. Merci beaucoup d'avoir éclairé Raphaël Rinfrain. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911. Les dérangeants! Les dérangeants. Ben voilà, c'est ce qui met fin à ce podcast version salon, version COVID-19. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient besoin de situer tout ça dans le temps, que le podcast a été enregistré le 20 mai. Donc, un gros merci à Louis Morissette, évidemment, pour sa présence. Carlo, Étienne, Marie-Claude. Merci, Pat. Tiens, Étienne, c'est le mot de la fin. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. J'étais confiné. Écoute, faisons attention. Prenons soin de nous. Fabuleux. On se retrouve pour un prochain podcast. J'espère qu'on va se retrouver dans le même studio à un moment donné et non pas comme ça, chacun dans nos maisons. D'ici là, prenez soin de vous. Bye tout le monde. Bye. À bientôt. Bye. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!